Donc, moi, je vais revenir sur des choses que j'ai déjà abordées lors de ma leçon inaugurale à la mi-décembre, ici, à ce même pupitre, et mes leçons. Vous avez droit à 9 heures de Gilles Boeuf, pour ceux, sans modération, qui sont sur le site du collège déjà, en français et en anglais, donc vous pourrez les voir. Donc, je vais un petit peu synthétiser tout ça, puis avec des apports un petit peu récents, vous allez voir sur ces questions particulières. Donc, biodiversité, simplement, à l'époque, pourquoi est-ce que j'avais accepté, moi qui suis un chercheur, hein, j'ai aucun goût particulier pour des directions de quoi que ce soit, j'aime bien diriger de la recherche, mais pas de la direction d'institut. J'étais venu en fait prendre la présidence du muséum qu'on m'avait proposé parce que je savais que l'année 2010 allait être consacrée à la biodiversité. Et je me disais, bon, bah, finalement, tu n'arrêtes pas de râler, donc si tu veux t'exprimer, ben, prends la position qu'il faut pour pouvoir s'exprimer. Et j'ai pu le faire, et ici, bien sûr, le site du collège aussi est un merveilleux lieu d'expression pour un scientifique. Alors, cette biodiversité, je me suis fixé en fait 3 buts en 2010. Un, c'est quoi la biodiversité? Il fallait enfin l'expliquer un petit peu mieux, de façon très simple. Deuxièmement, pourquoi on doit s'en préoccuper? Et troisièmement, bien sûr, il ne fallait surtout pas s'arrêter le 31 décembre 2010. Je raconte souvent, moi qui aime beaucoup les femmes, il y en a beaucoup ici dans l'Assemblée. Vous avez eu, mesdames, une année internationale dédiée à la femme il y a quelques années. Je ne pense pas que ça ait beaucoup changé votre statut. Et moi, j'avais envie que ça fasse beaucoup plus que ça d'impact pour la biodiversité. Et c'est vrai que je m'en suis encore rendu compte la semaine dernière. Je vous disais ce matin, j'ai eu 2 événements la semaine dernière. Une conférence devant l'Inspection générale de l'éducation nationale, l'autre devant le Comité consultatif national d'éthique, pour parler de biodiversité. Je me suis rendu compte que même dans ces instances-là, en fait, il y a encore des confusions sur ce qu'est la biodiversité. Les gens pensent à des collections de papillons. Et au muséum, bien sûr, nous sommes très forts en collection de papillons, tout ce que vous voulez d'ailleurs. Vous allez voir, c'est plus subtil que ça. Et que cette biodiversité, c'est bien autre chose qu'une préoccupation d'écolo. C'est vraiment quelque chose qui est central dans notre vie. Alors, je dis souvent que l'image la plus classique que les gens ont, c'est celle-ci. Là, on était à Espiritu Santo, une petite île de l'océan Pacifique, dans l'archipel du Vanuatu, en 2006, avec un peu plus de 100 chercheurs, et on faisait un inventaire, un catalogue de diversité. Et donc là, je vous ai mis quelques jolies espèces. Je n'ai pas pris les plus moches, je vous ai pris des assez jolies, mais il y en a des moches aussi, avec les critères que l'humain peut avoir. Ça, c'est un catalogue, un inventaire. C'est de la diversité spécifique. Là, je vous ai mis un pays que je connais bien, un pays catalan, au sud de la France, avec une quasi-activité de monoculture de la vigne. Si je me livre au même inventaire qu'ici, je ne vais pas trouver grand-chose parce que c'est tellement anthropisé, tellement modelé, tellement changé. Pesticides qu'on évoquait ce matin avec la ministre, catastrophe sur la vigne, c'est la plante la plus traitée partout. Vrai, on a vraiment des niveaux de traitement absolument incroyables. Une diversité intéressante parce qu'elle est coincée entre des fonds ici océaniques à 2 km, 2000 mètres dans les canyons, 3000 mètres ici au sommet du Canigou, un peu plus haut. Donc énormément de niches écologiques, une infinité effectivement de systèmes offerts à la vie. Et puis finalement, malgré ce fait qu'il n'y ait qu'une espèce prédominante qui est la vigne, chaque mètre carré de région qui est là vous donne un vin différent. Donc tout de suite, vous voyez déjà que la biodiversité, ce n'est pas uniquement un catalogue d'espèces. Pourquoi des vins différents? Parce que vous avez les cépages de la vigne, vous avez le terroir du vigneron, et vous avez aussi la manière de vinifier. Et je dis souvent, à Banyuls, c'est assez fabuleux, parce qu'on vinifie en grosses bonbonnes de verre en plein soleil. Je me suis amusé un jour à mettre un thermomètre dans la bonbonne de verre d'un collègue vigneron, 75 degrés. Alors pour un type du Bordelais qui fait ça à la fraîcheur, à l'obscurité, et vous faites des vintages de Banyuls fabuleux que vous buvez avec du chocolat. Voilà. Et ça, c'est une belle image de la biodiversité. Je vous ai mis ici, pour revenir à nos aspects médicaux, je l'évoquerai tout à l'heure aussi, que nous abordons en ce moment. Ça, c'est un tube digestif du bébé humain à la naissance. Et vous voyez que lorsque ce bébé humain vient au monde, il a un tube digestif quasi axénique, et qu'au moment de l'accouchement, les bactéries du tractus génital de sa maman se précipitent pour, dans le bon sens du terme, contaminer ce bébé. Et un bébé humain, il met 2 ans. Il met 2 ans à stabiliser sa flore. Et ça, c'est extrêmement intéressant aujourd'hui, parce que Bernard Swinguedo vient de terminer un ouvrage, je vais vous en parler ce matin, sur ces questions particulières. Il y a énormément de préoccupations actuelles du monde médical vis-à-vis de ces chutes de biodiversité en relation avec des maladies qu'on appelle émergentes, pas toujours forcément nouvelles, mais de changements. Maladies qui sont classiquement infectieuses, mais on oublie aussi allergiques et beaucoup aussi auto-immunes, toutes liées à ces questions de flore intestinale, y compris ce qu'on a évoqué ce matin avec nos copains neurologues sur les maladies neurodégénératives, comme par exemple le Parkinson ou Alzheimer. Et je vous ai mis ici le désert d'Arabie, où sans eau, effectivement, il n'y a pas beaucoup de diversité biologique. Et voilà comment vit l'humain aujourd'hui dans des villes. Et c'est la raison pour laquelle j'avais appelé ma leçon inaugurale « Biodiversité de l'océan à la forêt, à la cité ». Donc la vie naît dans l'océan, je ne vais pas revenir beaucoup là-dessus, je vous l'ai raconté, vous le retrouverez sur le site du collège. Quand la vie sort des océans, elle explose dans les forêts du Carbonifère, avec beaucoup plus d'espèces, beaucoup plus de niches écologiques. Et on voit que jusqu'à peu près, il y a 300 millions d'années, on a à peu près, au départ, les espèces ne sont que marines.
Ensuite, elles sont à peu près à équivalence dans nos collections de musées d'origine marine et d'origine continentale. Et vers 110 millions d'années, tout change. Hein. L'océan continue à faire le même nombre d'espèces, alors que sur les continents, on en fait beaucoup plus. Donc voilà pourquoi cet humain, aujourd'hui, est confronté à la situation dans laquelle on met en ce moment. Alors, la biodiversité, sa genèse est sur une géodiversité antérieure, bien sûr. C'est la fameuse météorite d'Orgueil, j'adore, parce que c'est l'objet le plus intéressant qu'on ait au muséum à Paris. C'est vraiment un caillou vraiment moche. Hein. Quand vous le regardez, ce truc, il est noir. Il tombe dans le champ d'un paysan à la fin du 19e siècle, en 1885. Et là c'est les cadeaux des dieux hein, qui font que quelqu'un ramasse ce caillou, le met dans une caisse à oignons, il va rester pendant 50 ans dans une caisse, il va arriver un jour dans des collections au Muséum de Nantes, puis à Paris. Et récemment, ce caillou qu'on a mis de côté, on sait que c'est une météorite, une chondrite, on va l'analyser et on va regarder en particulier les isotopes du chrome. On date ce caillou à 4,6. Donc on revient à ce que disait Hubert Reeves ce matin, ce caillou est contemporain de la mise en place du Soleil et de la mise en place de la Terre. Imaginez les probabilités pour que ce morceau, ce fragment initial, fasse un grand tour dans l'univers pendant des milliards d'années et retombe dans un champ dans le Gers, qu'on le trouve, qu'on l'analyse. Donc cette géodiversité, elle est là, et souvent on me dit, oui, vous comprenez, c'est compliqué la biodiversité, avant on parlait de nature. Ce n'est pas la même chose. Hein, la biodiversité, je le dis souvent, c'est la fraction vivante de la nature. Hein. C'est ce que j'avais trouvé comme terme le plus simple quand j'ai fait un livre en 2008. C'est ça la biodiversité. La nature, elle est là depuis le début. Hein. C'est la Terre, on a dit, c'est le Soleil, Hubert vous en a parlé. Et c'est effectivement cette fraction vivante. Avant, il y avait du vent, il y avait de l'océan, il y avait un soleil, il y avait des marées, hein, il y avait des tremblements de terre, des séismes. Et le vivant commence quand la première cellule ancestrale se clone. Le clonage, c'est deux filles issues de la maman, qui sont exactement les copies de la maman. Hein. Quand on fait du clonage, on fait, si on peut appeler une cellule fille, on fait des filles, de filles, de filles, comme ça, à l'infini. Donc diversité, au début, elle n'est pas très variée, elle est liée à des accidents au moment de la division cellulaire, justement. Et puis après, il va se passer un fabuleux mécanisme dans l'océan ancestral qu'on appelle le transfert latéral de gènes, qui va faire que deux cellules qui sont accolées vont échanger du matériel génétique. Et ça, c'est extrêmement puissant pour générer de la diversité. Et tous ici, on est issus d'un papa et d'une maman, donc nous sommes uniques. Et ça, c'est une caractéristique très intéressante apparue dans l'océan. Alors, je vous ai mis deux écosystèmes. Un écosystème continental, je vous ai mis ici la forêt impénétrable de Bwindi, à la frontière entre le Congo, l'Ouganda et le Rwanda, où vivent les derniers 800 gorilles de montagne. Et je vous ai mis ici l'écosystème corallien au sud de la Nouvelle-Calédonie. Là, on peut trouver 5 à 6 000 espèces vivantes connues par kilomètre carré de récif. Là, on peut en trouver 50 000 espèces. Les records sont en Colombie. Et de quoi en Colombie, on peut trouver 60 000 espèces différentes. Hein, je parle souvent des arbres, on aime tous les arbres, et puis c'est facile. L'arbre est tellement symbolique comme espèce vivante sur cette planète. 250 espèces d'arbres en Europe, 700 espèces d'arbres sur 1 km² de Colombie, et sur un arbre de Colombie, 700 espèces de coléoptères. Tout ça, c'est des questions intéressantes pour un écologue. Pourquoi, comment? Et donc, ces écosystèmes, c'est quoi? C'est la construction par des êtres vivants de systèmes qui vont s'organiser entre eux. Une définition aussi que j'utilise souvent pour la biodiversité, c'est tout l'ensemble des relations que les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Environnement y inclut, bien sûr, votre intestin, votre biome intestinal qu'on voyait tout à l'heure chez le bébé. Alors voilà, c'est ça la biodiversité. Je montre souvent cette image, j'ai toujours mon succès. Ceux qui m'ont déjà écouté connaissent cette image, qui d'ailleurs a été faite par Bernard Chevassiot, lui, il y a quelques années, qui sera l'animateur de la séance de demain après-midi. C'est beaucoup plus ça qu'un catalogue de papillons ou de crustacés ou de plantes. Hein, parce que là, vous avez toute la diversité des substances que l'humain a mis en valeur depuis très longtemps. Et quand c'est un Frenchman qui raconte ça, que c'est quoi un Français sans son pinard, son fromage et son pain, il n'existe pas. Et ça, c'est vraiment que vous sentiez bien cette considération générale de la biodiversité. Alors on peut s'amuser à choisir une espèce sur les 2 millions connus aujourd'hui, une vache, qui nous pose d'énormes problèmes, hein, 1,5 milliard de vaches sur la Terre aujourd'hui. Donc il y a plus de biomasse de vaches sur la Terre que de biomasse d'humains. Hein. Il faut mettre ça dans le crâne, avec des populations qui ont des vaches sans les manger. On a des vaches parce que c'est un symbole de richesse, on a des femmes et des vaches, ou les deux, ou l'un des deux, et puis on montre quelque chose comme ça. Question intéressante, hein, ça c'est clair. Pour faire 1 kilo de vache en élevage, il faut 15 000 litres d'eau. On voit que toutes ces questions sont extrêmement interreliées, biodiversité, eau, et tout ce qu'on a évoqué bien sûr ce matin, et énergie bien entendu, dont on parlera demain matin. Alors, ça c'est une goutte d'eau de mer, et c'est vrai que si j'avais 3 écosystèmes fétiches à regarder, une goutte d'eau de mer, un fragment de sol de forêt tropicale, et un intestin. Et avec ça, je vous raconte l'histoire du vivant sur la planète, effectivement. Cette diversité est extraordinaire en nombre d'espèces, bien sûr. Vous avez là-dedans des protozoaires, des amibes, par exemple, différents protozoaires, des millions de bactéries et des milliards de virus.
Et on peut retrouver des espèces nouvelles tous les jours, si on veut. Donc cette diversité-là, elle est fascinante. Il faut bien comprendre que vous êtes dedans, vous baignez dedans. Quand vous allez nager sur une plage, où que ce soit, vous avalez un petit peu d'eau de mer. Donc vous avalez des millions de bactéries et des milliards de virus. Je dis souvent un corps humain à mes étudiants, c'est au moins 10 fois plus de bactéries, ce qu'évoquait ce matin Bernard, que de cellules humaines. Donc rien qu'un corps humain, déjà, c'est une fabuleuse ode à la biodiversité. Et ce qui se raconte là est vrai pour l'humain, c'est vrai aussi pour le hérisson ou le ver de terre, bien entendu. Donc on arrête de me dire la biodiversité, on s'en fout, c'est pas important, de toute façon, il y a l'humain qui va survivre dans son économie actuelle, dont on va parler tout à l'heure, et puis ses finances, et puis la biodiversité, on s'en fout. Non, non, de toute façon, on ne peut pas s'en passer. On est profondément imbriqué dedans, et ce matin, on faisait remarquer qu'on est fait des mêmes atomes, bien sûr, originels, qui étaient là depuis que l'univers est là, bien sûr, dans cette diversité. Alors, on a vu les grandes dates ce matin avec Yves Coppens, domestication du feu, c'est 800 000 ans attestés en Israël, le néolithique. Et là, moi, je suis aussi tout à l'heure ce que disait Evelyne, maintenant qu'on a quasi des preuves que en fait, les femmes se sont mises à faire des bébés avant que l'humanité ne se fixe, a fait qu'on s'est arrêté un moment pour inventer agriculture et élevage. Et ça va totalement modifier, effectivement, la relation de l'humain avec les écosystèmes. Souvent, je pose la question à mes collègues préhistoriens à Totavel. L'humain arrive à 700 000 ans, ce sont des Homo erectus, ils partent il y a 100 000. Alors là, ça me turlupine. Expliquez-moi comment ces humains qui n'ont fait que chasser et cueillir, on peut vivre 600 000 ans dans une vallée des Corbières. Et la réponse vient immédiatement. À l'époque, ils sont 20. On est 7 milliards aujourd'hui et demain 9. On va revenir à la démographie tout à l'heure, puis demain, surtout demain matin. Et la troisième grande date, c'est la machine à vapeur, où du jour au lendemain, on passe du cheval animal au cheval vapeur. Il nous faut de l'énergie, bien sûr, avec le pétrole et le charbon. Donc ceci a amené un prix Nobel de chimie qui s'appelait Paul Crutzen, en 2000, à proposer un terme qui a beaucoup plu aux écologues, qui est le terme d'anthropocène, la phase de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus, moi ce que j'avais passé ma vie à étudier, la longueur du jour, le sel de l'océan, la température de l'eau ou de l'air, mais la présence d'une espèce sur la Terre, qui en plus, elle est quand même pas mal. Sur son piédestal, on s'est appelé quand même Homo sapiens. Et ça m'a beaucoup intrigué aussi. Je suis allé voir où était le type d'Homo sapiens, dans quel musée c'était déposé. Alors, il n'y en a pas. C'est Linné dans son cimetière suédois, en fait. Et Linné, en 1750, crée le terme d'Homo sapiens, l'homme sage. À l'époque, on connaît 12 000 espèces vivantes, surtout des oiseaux et des plantes. On ne connaît pas bien encore les micro-organismes. Et on crée sapiens. Alors qu'on a eu le culot d'appeler des espèces Atrox, Ferox, Horribilis, Horridus ou Goulot, le glouton. Quand j'ouvre mon journal le matin et que je regarde les relations entre les humains, entre humains et humaines surtout en particulier, et puis les relations entre humains et non-humains, je ne sais pas si un observateur impartial aurait eu comme adjectif immédiat à la tête d'appeler ce truc-là sapiens. Donc ma conclusion déjà, ça va être de dire on a intérêt à devenir sapiens rapidement si on veut que ça continue à se passer dans des conditions pas trop mauvaises. Alors, ceci, c'est pour vous montrer l'espoir quand même. Je montre souvent cette image que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance, en fait, d'aller 2 fois visiter la grotte Chauvet, dont très récemment, on y était il y a 2 mois. Chauvet est la première manifestation au monde, connue aujourd'hui, de représentation par des humains, qui sont des Homo sapiens, c'est 37 000 ans, c'est 2 fois plus vieux que Lascaux, Chauvet, de diversité biologique. Et ce qui est fabuleux, c'est où à Lascaux, il y a 4 à 5 espèces à Lascaux représentées, il y a 14 espèces différentes à Chauvet. Il n'y a aucune grotte similaire au monde. Donc c'est déjà un premier bestiaire, un premier catalogue de diversité biologique. Regardez, je dis souvent ici, qui dessine comme ça? Au fond d'une grotte, à 400 mètres de l'entrée. En plus, la grotte, elle est fabuleuse parce que vous avez des dessins par endroits, des grands moments où il n'y a rien du tout, des grandes phases, et vous avez des dessins dans d'autres endroits. Et puis c'est vrai que, à la lumière d'une torche vacillante qui a un fragment de résineux de pain noir, quelqu'un avec 2 couleurs de l'ocre, de l'ocre et du charbon de bois, dessine. Qui dessine des lionnes comme ça? Des chevaux de Chauvet ou ces rhinocéros. Il y a plus de rhinocéros à Chauvet que tous les rhinocéros représentés au monde dans toutes les grottes ornées. Il n'y a pas de rhinocéros à Lascaux parce qu'ils sont déjà partis à Lascaux. Ils partent vers 22 000 ans. Alors je me dis, si l'humain est capable de faire ça, il devrait être capable quand même de réfléchir un peu plus et de mieux utiliser ses neurones pour nous en sortir que ce qu'il fait à l'heure actuelle. Et c'est Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hiller qui, le 19 décembre 1994, révèlent au monde la grotte Chauvet. Et ça, je crois que c'est un joli morceau d'espoir, même s'il a 37 000 ans. Alors aujourd'hui, les travaux que l'on fait sont intéressants. On va comparer ici dans ce papier la démographie humaine. Simplement depuis 1950, on a multiplié par 3 la population humaine. Quand Yves parlait ce matin des gens qui s'arrêtaient de bouger, le milliard, on était à peu près 3, un petit peu moins de 3 fois moins, en 50.
7 milliards on est à 7,1 aujourd'hui, on sera à 9 assez rapidement. Donc ça veut dire que quand on compare cette démographie, vous voyez que les émissions de CO2 sont totalement liées à la présence des humains sur la Terre. Hein. C'est parfaitement corrélé. Ici, sans déflorer le sujet de mon ami Philippe, on prend comme exemple les pêches, qui sont un très joli exemple. Dans les années 50, à part les baleines, qu'on avait déjà massacrées, il n'y a pas de problème halieutique majeur. Et on voit que les rendements mondiaux, les captures et les débarquements augmentent régulièrement de 1950 à peu près à 90. Et depuis 90, Philippe va vous le montrer tout à l'heure, malgré des moyens démesurés pour prendre plus, on ne capture pas 1 kilo de plus. Donc ça, des questions intéressantes. Les pêches sont vraiment... Et les pêches, on peut les sauver. L'espoir, il est là. Le climat, on va voir que, bon, aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte. Hein. Les pêches, on peut vraiment faire quelque chose. Mais il faut prendre la décision politique et surtout le courage de mettre en œuvre. On sait ce qu'il faut faire. Hein. Mais je laisse Philippe en parler tout à l'heure. Alors ici, on a relié ça à la technologie de l'humain. 10 000 ans. Ici, on invente la domestication des animaux, l'arc et la flèche, la roue, les villes, l'irrigation agricole, l'âge des métaux, les routes, les moulins, la poudre noire. Voilà un fabuleux moyen de dominer les fameux prédateurs, la poudre noire. Hein. Ensuite, on invente la machine à vapeur, les vaccins, le moteur à combustion interne, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs, et on arrive à la révolution verte. Et vous voyez que tout ça a permis à l'humain d'exploser en démographie. Quand vous regardez ici les quelques points d'inflexion qu'on a eus, de diminution, ils ne sont pas du tout liés à des guerres ou au terrorisme, hein, ils sont toujours liés à des pathologies infectieuses. Donc ça, il faut l'avoir en tête pour le futur. Donc la démographie, on va en parler demain avec le BRAS, c'est une question qui est vitale, bien sûr. Hein. Une grande partie des questions et des problèmes qu'on se pose aujourd'hui est bien liée au fait que nous sommes 7 milliards, hein, ce qui est considérable pour cette planète. On verra tout à l'heure si on peut alimenter effectivement 7 milliards d'humains par notre agriculture. Alors tout ceci a été mis un petit peu en musique dans des papiers différents. Ici, on nous dit « Fall of the Wild », la nature s'en va, hein, sous les coups de boutoir de l'humanité, les espèces continentales, d'eau douce, marines, également dans les vertébrés. Et là, vous voyez qu'on départ en 1970, c'est hier, hein, ça s'accélère, on a dit ce matin. Ce n'est pas tellement les valeurs absolues qui m'embêtent aujourd'hui du pH de l'océan, la température ou de la salinité ou de l'oxygène. C'est l'accélération du changement. Et ce matin, on l'a vu quand on discutait avec Evelyne, c'est clair qu'on peut répondre, on peut s'adapter dans des temps compatibles avec des mécanismes du vivant. Quand vous dépassez des seuils de renouvelabilité des stocks, on ne peut pas, ça ne marche pas. Et on finit par exploiter des espèces vivantes comme on l'exploiterait pour du nickel ou du zinc. Donc là, il faut savoir raison garder pour revenir à notre système. Et là, j'aime beaucoup ce travail aussi. Ils avaient calculé que la masse de tous les mammifères de la planète, et ils montraient que... Alors, on paye des types pour faire ça, je trouve ça génial, hein, c'est ça la recherche. En fait, le type, il a calculé la masse de tous les individus des 5000 espèces de mammifères connues, toutes les musaraignes, toutes les baleines. Il met ça dans un pool, et il se rend compte que là-dedans, la masse de tous les humains et de ces mammifères domestiques, c'est 90% de la masse de tous les mammifères connus. Vous voyez que la pression humaine, quand même, quand on me dit « ouais, c'est pas si important que ça », elle est considérable. Alors, là, un papier qui sort en 2005, qui a été très important, ça a été un petit peu notre façon de penser. Les chefs d'État se réunissent et demandent un compte-rendu sur l'état de la planète, qui sort en 2005, qui s'appelle The Millennium Ecosystem Assessment, où un peu moins de 1400 chercheurs du monde entier, de tous les pays du monde, se mettent d'accord pour dire deux choses. Les espèces s'en vont à un rythme, aujourd'hui, de l'ordre de 100 à 1000 fois plus rapide. Ce que les paléontologues nous ont montré, c'est à peu près 500 derniers millions d'années. Et ils disent aussi qu'ils mettent au goût du jour quelque chose qu'on avait déjà sorti, qui était la notion de service rendu par les écosystèmes. Qu'est-ce qui est gratuit? Et le plus joli qu'on ait pris, bien sûr, ce sont les abeilles. Et ça, on l'a calculé. Vous avez des endroits en Chine où les abeilles ont disparu. Donc, c'est les femmes qui font le boulot à la place des abeilles. Et ça, un économiste peut calculer le coût de la main-d'œuvre. Hein. Et on arrive à un chiffre à peu près de 180 milliards d'euros par an si les abeilles s'en vont et si l'humain doit faire à la place leur travail. Et on ne peut pas s'en passer. À part les céréales, tout ce que vous mangez en fruits, en légumes, sont pollinisés. Donc ça a été très fort, l'histoire des pollinisateurs, et ils s'en vont sans arrêt. Hein. J'étais encore avant-hier, dimanche, en pays catalan, en discuter avec des apiculteurs. Hein. Ils s'en vont, les abeilles. Les gens qui ramènent des ruches de l'Idaho aux États-Unis, des gros camions en Californie en janvier pour féconder les amandiers, me disent qu'il ne reste même pas un tiers des abeilles dans nos ruches quand on arrive sur les cultures d'amandiers en Californie. Donc ici, vous avez l'exemple aussi des grottes que j'évoquais, Lascaux, Altamira, ou bien ici Chauvet, sont partis. Et ici, on vous montre qu'effectivement, c'est en accélération complète au niveau... Le Beiji disparaît en 2007, hein, j'en parlais ce matin, dans l'indifférence totale. Il est parti à Wuhan, en Chine. Et quand je vais en Chine, ils me disent, vous savez, Wuhan, bah oui, ils sont partis, vos dauphins d'eau douce, là, bah, on n'avait pas de place pour eux, tout est pollué, horriblement pollué.
Puis vous savez, Wuhan, finalement, en Chine, c'est 3 petits villages qui ont été accolés. Chaque petit village, 6 millions d'habitants. Donc là, on commence à se dire quand même que finalement, les histoires de grandeur par rapport à ces âges qu'on évoquait sont très impactantes. Je vous disais ce matin, peut-être qu'on a trouvé un nouveau Beidji en Papouasie, du côté indonésien, en Irian Jaya. On va aller le chercher au printemps. Alors, les éléphants nains de Méditerranée, si chers à Jean-Denis Vigne chez nous, le pigeon migrateur américain, le pingouin arctique, le dodo bien entendu, et ce Beidji que j'évoquais tout à l'heure. Lui, on le trouve en fait fin 16e, fin 17e, il est parti. En plus, c'était un truc qui était immangeable. Hein. C'était vraiment pas bon, ce truc, ça volait pas. On me dit, mais votre oiseau, il volait pas, donc de toute façon, ça sert à rien, un oiseau qui vole pas. Il est parti, hein, mangé par des chiens, tué à coups de bâton, dans l'indifférence générale. On a un cas fabuleux sur une île de l'océan Indien où un chat, pas une espèce chat, un chat, la Gardenfar, a exterminé une espèce. Il a bouffé tous les oiseaux qui ne volaient pas de l'île en question. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que quand l'humain met en considération des choses qui ne se passaient pas si facilement que ça, il fallait attendre des dérives de continents, des changements d'activité. Sur les îles, c'était terrible. Hein. L'impact des humains sur les îles a été vraiment considérable. Alors voilà, ça c'est des images qu'on a faites la semaine dernière. Ça c'est la forêt primitive du Kalimantan, à Bornéo. Côté indonésien, vous avez effectivement une forêt fabuleuse, avec les derniers tigres de Sumatra, ici, qu'on a eu la chance de voir. Ici, vous avez un grand mâle d'orang-outan dans cette forêt presque primaire. Tout ça part 88 millions d'hectares sur moins de 15 ans au Kalimantan. Et voilà ce qu'on a mis à la place aujourd'hui. Alors c'est super propre, on me dit c'est quand même beaucoup plus propre, regardez. C'est beau, il y a des beaux carrés, on peut circuler dedans. Alors récemment, il y a un type quand même qui s'est dit, je vais aller regarder la biodiversité là-dedans. Vous savez, il a fait un boulot, il conclut finalement, oui, c'est beaucoup moins bien qu'avant en nombre d'espèces. Bon, vous pouvez s'en douter un petit peu quand on voit effectivement l'aspect des écosystèmes aujourd'hui. Donc voilà, là c'est un exemple emblématique de ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a eu ce livre super intéressant écrit par les amis du CIRAD, La palme de la controverse, ils ont appelé ça. Alors, développement de l'Indonésie, oui, à quel prix environnemental? C'est ce qui se passe exactement en Chine en ce moment. Alors, tout ceci a amené un groupe de chercheurs dans les systèmes de CESAB à se réunir et à publier dans Nature un gros papier de réflexion donc en 2009, où ils ont regardé le changement climatique, ils ont regardé l'acidification de l'océan, le trou dans la couche d'ozone, les cycles de l'azote et du phosphore sur les champs, l'eau potable. Ici, ils ont regardé effectivement les surfaces agricoles, les aérosols atmosphériques, et ici, ils ont regardé la pollution chimique. Il y a 3 ou 4 aspects qui sont déjà dans le rouge, et surtout, vous voyez comment est la biodiversité, elle sort de la courbe. Il faut une page à côté pour qu'on puisse la rentrer dans la courbe quand on veut rentrer aujourd'hui l'intensité des pertes de diversité biologique. Alors ceci d'ailleurs est intéressant parce que ce travail très écologique a été utilisé par les économistes, et je vais y revenir tout à l'heure. Alors, question posée par des collègues américains il y a 3 ans dans la revue Nature, va-t-on vers la 6e grande crise d'extinction? On en connaît 60 à peu près depuis 600 millions d'années, dont 5 vraiment importantes. Est-ce qu'on met les conditions d'une crise avec des questions de destruction et de pollution, de surexploitation des stocks, de dissémination d'espèces dans certains domaines invasifs et de changement climatique? Sachant qu'en l'océan, le changement climatique, ce n'est pas que la température qui monte, c'est aussi la remontée du niveau des océans. Là, je vous prends celui-ci, par exemple, que j'aime beaucoup. C'est un petit péridinien, un dinoflagellé, il s'appelle Alexandrium. Et quand on embête Alexandrium, il émet une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Et ça fait le tour du monde. Hein, les pétroliers géants relarguent 200 000 tonnes, 300 000 tonnes d'eau de mer de Rotterdam à Abu Dhabi ou à Oman, en totale impunité, sans se préoccuper des impacts sur l'environnement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, ce sont des salmonella et legionella dans des cuves de tankers. Alors, l'UICN a regardé, puisque le monde associatif s'est préoccupé de ces questions-là. On nous dit, voilà, 900 espèces ont disparu sur 400 ans, sur 4 siècles, sur les continents, et 18 en mer. Donc, ce n'est pas beaucoup, l'océan. Pour une raison bien simple, c'est qu'il faut être très présomptueux pour un scientifique pour dire qu'une espèce a disparu de l'océan. Parce que, bon, je ne sais pas s'il n'en reste pas quelques-uns. Ceci veut dire que ce n'est pas un bon critère, l'extinction des espèces en mer. Je suis beaucoup plus intéressé par les effondrements de stocks que va aborder tout à l'heure Philippe. Alors, qu'est-ce qu'on protège? Je reviens avec les ONG. Ceci, on se bat, bien sûr, pour ceci. Ce serait le premier extrêmement triste, le jour où le tigre de Sibérie ou le panda disparaîtra, ou l'esturgeon qui était avant Méditerranée qui a déjà disparu. Mais en fait, ce qu'il faut sauver, c'est le vrac, hein, comme on dit avec mon ami Bruno. Et j'ai même mis une puce exprès, justement, pour vous montrer la provocation qu'on peut essayer de lancer. C'est ça, la diversité biologique, qui est en nous, autour de nous en permanence. Tout ça lié à l'activité de l'humain. Ça, c'est la plage de Bagnols-sur-Mer, le 20 août de l'année 2012, où vous avez là vous avez des Allemands, vous avez des Hollandais, vous avez des Italiens, des Belges et des Parisiens qui vont économiser pendant 6 mois de l'année pour venir se tremper à 18h32 dans une eau infestée de streptocoques fécaux.
Voilà, ça c'est le fantasme d'Homo sapiens. Hein. Alors je regarde, moi quand je vais me baigner, je vais le matin très tôt, parce que je vous assure que le soir, sans faire le dosage, je sais ce qu'il y a dans la flotte, effectivement. Alors voilà, comment on revient à des choses raisonnables pour terminer? Alors des travaux très intéressants, ici on a corrélé au moment de Rio le changement climatique, les effondrements de diversité biologique et la pauvreté, on se rend compte que c'est corrélé. Ici c'est l'énergie, on en parlera demain, ça c'est donc la demande énergétique par habitant, la demande en énergie globale ici, et la population humaine. Vous voyez que vers 1900, au moment de la révolution industrielle, effectivement, tout ça est parti. Et au niveau agricole, on en parlera tout à l'heure, ça c'est la surface de champs qui sont agricolisés sur la planète, à peu près la moitié de ce qui est disponible. Alors, comment on continue? On va vers ça. Demain, la Terre sera uniquement un gigantesque agrosystème. On est capable de revenir en arrière, on ne l'a jamais fait. Donc le défi est vraiment lancé. Je pense que tout à l'heure, Daniel va revenir sur ces questions particulières. Le climat qui change, alors on dit, ben voilà, on fait des modèles mathématiques, on va voir comment ça va se passer. Alors on modélise des cartes, c'était très à la mode dans les années 2000, ceci. Alors on va le hêtre qui va partir des Pyrénées, on va faire de la vigne dans le sud de l'Angleterre. Les Bordelais sont déjà très inquiets au niveau de leur vigne, bien sûr. Puis on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Ils n'ont pas le temps de faire la route. Un travail sur les arbres de l'INRA, ici, à l'est de la France, on montre que les arbres ont réussi en altitude à suivre à peu près le modèle. 100 mètres, ils sont montés en 19 ans. Et bien en plaine, ils n'arrivent pas à suivre. Un arbre, il ne bouge pas comme ça. Hein. Ça va trop vite pour que l'arbre ait la capacité à s'adapter en migrant vers le nord. Et ici, dans les travaux récents, on montre que pour 1 degré de plus en France, ils devront faire 250 km vers le nord. Alors un oiseau, un papillon, ça peut. Un nématode du sol gros comme ça va être compliqué. Alors au niveau médical, on touche 2 mots ce matin aussi. Aujourd'hui, il y a énormément de préoccupations là-dessus. Beaucoup de systèmes travaillent là-dessus. Et on montre ici qu'on a une explosion de maladies qui sont allergiques ou auto-immunes, également bien sûr des questions d'inflammation et des questions de maladies infectieuses liées à des questions de diversité qui changent au niveau intestinal. On a parlé du diabète de type 2 ce matin, on parle du type 1 ici, et l'obésité. Et même, je vous disais, peut-être aussi les maladies neurodégénératives. Il y a un très beau travail qui a été fait sur des paysans. On montre que la relation entre leur jardin, ou votre jardin en ville, hein, quand vous êtes dans votre jardin et votre biome intestinal, vous avez des relations. Selon ce que vous mangez, selon là où vous allez vous promener, vous modifiez ces bactéries intestinales et les bactéries de la peau, et vous modifiez votre susceptibilité à des infections possibles. Et là, on est vraiment totalement en plein dans ces questions de relations entre humanité, biodiversité et santé publique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des conférences. On est très bon pour les conférences, ça c'est sûr. Hein, Rio 92, Johannesburg, on a le culot de dire on s'engage pour 2010 à arrêter l'érosion de la biodiversité. Et puis on a fait la conférence de Paris. On a fait la conférence de l'UNESCO, que j'avais la chance d'ouvrir, où là je vois comment réagit le cerveau humain. J'écoutais Lionel Nakache ce matin. Il y a un papier dans Neurone qui dit que l'humain est fabuleux parce que quand l'humain est confronté à des choses très compliquées, eh bien il garde de l'espoir. C'est génial pour l'humain, c'est pas très bon pour les espèces qui ne sont pas humaines, effectivement. Et c'est vrai que là on voit le système qui va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on fait en 2010? On dit, ah bah oui, on a raté. Donc on remet les chances à 2020. Alors je leur dis, écoutez, c'est un petit peu embêtant quand même, parce que ce qu'on a tout raté entre 2002 et 2010, pourquoi on va le réussir? Une question que pose aussi Philippe Frémaux, entre 2010 et 2020. On est en 2014, c'est bien pire qu'en 2010. Donc on va réussir quand? La dernière semaine de 2019? Une vraie question qui est posée. Il y a la conférence du Rio en dernier, on a complètement, il y a 2 ans, on a oublié la biodiversité, on a oublié l'océan. Et en France, on fait des conférences environnementales. J'ai eu la chance d'ouvrir celle sur la biodiversité il y a 2 ans. Bon. Donc aujourd'hui, les économistes s'emparent des travaux des écologues, j'aime beaucoup ceci. Donc ce que disait Philippe Frémaux, et je le cite, le paradoxe de la société, c'est que l'inégal accès à la consommation conduit riches et pauvres à aspirer à la poursuite de la croissance. Quelle croissance? La question elle est là, bien entendu. On va y revenir. On a reparlé ce matin de l'horizon des décideurs politiques en présence de Madame la Ministre. Très court, la prochaine élection. En économie classique, Jacques Weber le rappelait souvent, la nature n'a pas de valeur en fait. Hein. Elle n'en a qu'au travers du travail que l'humain fait sur cette nature. On ne peut pas continuer comme ça. Gérer les biens communs de façon privée amène à les détruire. Hein. Il faut qu'on ait une gestion des biens communs commune, coopérative. Sinon, ça ne marche pas. Et enfin, les pays du Sud, aujourd'hui, quand on regarde se développer, on ne va pas leur dire, écoutez, ne vous développez pas, nous on s'est développé, à quel coût environnemental, et puis en plus, ils ont droit à un rattrapage, en plus de ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, et un partage du gâteau général des ressources de la planète. Donc, ce que disait Jacques Weber, c'était passer d'une économie anthropocentrée actuelle, où on crée de la richesse en détruisant les écosystèmes, en les surexploitant. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait ça, on appauvrit tout le système. Quelques-uns gagnent de l'argent, effectivement, hein, mais globalement, en fait, on tue la poule aux odeurs, en fait. Hein. À un système qui serait écocentré,
où là, on passerait à un système de bascule totalement différent, et ça, on va y revenir durant la discussion, où on créerait de la richesse en maintenant ces écosystèmes, en les exploitant normalement. On a une chance fabuleuse. Le vivant est renouvelable. Donc travaillons dessus en maintenant les seuils possibles de renouvelabilité, pas en les dépassant. Ça, c'est par exemple, typiquement pour moi la fuite en avant. C'est un trait de chalut sur des coraux froids à 2 km de profondeur. En 5 minutes, ce bateau a détruit 1000 ans de grandissement d'un écosystème pour débarquer des poissons dont l'humanité n'a absolument pas besoin. Et on continue. On a tout détruit entre 0 et 400 mètres. On va maintenant à 800 mètres, à 2 km. Ça, c'est la fuite en avant. Et je trouve que cette discussion qu'on a eue récemment est symbolique, vraiment, des bêtises que l'on fait aujourd'hui. Pour terminer, lisez ce que disait Dahle. Je vous laisse lire ça. Intéressant, d'ailleurs. Hein. Pourquoi le socialisme s'est-il effondré? Et aujourd'hui, comment le capitalisme, s'il ne tient pas compte de ces réalités qu'on évoque ici, suivra à peu près le même destin que ce socialisme? Économie écologie, disait Robert Barbeau, la réconciliation, bien entendu. Comment continuer dans un monde aujourd'hui où 20% des humains contrôlent, gèrent et consomment 80% des ressources? On revient toujours au même humilité et partage, bien entendu. Alors, ça j'ai emprunté aussi ça, quelques aspects à Philippe. Transition démographique, on en parlera demain matin, elle semblerait enclenchée. On n'est pas condamné à vivre dans la frustration, disait Philippe Frémaux à côté de moi. Comment aujourd'hui vivre bien mieux, avec beaucoup plus de bien-être, moins de mal-être, en consommant moins? Voilà le défi qui nous est lancé. Les vraies richesses, c'est quoi finalement? C'est ce qu'on disait ce matin avec Serge Haroche. Notre intelligence, notre capacité à bien faire, c'est notre capacité technologique. On n'a jamais autant connu, on n'a jamais autant su, on n'a jamais eu autant de moyens, on n'a jamais su autant communiquer. Alors réfléchissons à mettre ça en commun pour résoudre des problèmes qui nous sont posés aujourd'hui. Revenons à la capacité de ces gens qui achevaient, dessinaient sur les parois de la grotte d'Hélione il y a 37 000 ans. Planification écologique, on a dit, c'est que Galboès n'a pas vocation à remplacer le marché, mais à l'encadrer là où il se montre inefficace. Je termine pour rassurer le modérateur. Alors moi j'ai deux voies que je joue beaucoup en ce moment. La bio-inspiration d'une part, s'inspirer des formes, des mécanismes, des matériaux de la nature et des relations durables établies. Alors, regardez ces trains inspirés de têtes d'oiseaux. Ce petit coléoptère en Namibie qui tous les matins monte son derrière au soleil et fait sa goutte d'eau qui lui servira pour sa journée. On s'en est inspiré pour faire des systèmes en plein désert à Atacama au Chili, qu'il nous faut de l'eau en plein désert là où il ne pleut jamais. Mais pour ça, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup moins d'arrogance. Garder cette harmonie avec le vivant, partager et respecter. Cette petite éponge calcaire vous fait un béton absolument fabuleux, beaucoup moins lourd, beaucoup plus résistant, beaucoup plus plastique, beaucoup plus résistant au tremblement de terre qu'un béton classique. Et quand la maison, vous la démolissez, c'est compostable. Voilà les voies d'avenir, en fait. On fait des bateaux de course maintenant, en fibre de lin, et quand le bateau est terminé, c'est pas jeté à la casse, vous compostez. Et la seconde piste, ce sont les sciences participatives, où là, vous avez le résultat d'un travail publié avec des collègues du Muséum de Montpellier, où on montre que sur 19 ans, nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord, nos papillons 114, sur 18 ans. Ça, c'est 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation. Tout ça mis bout à bout, réfléchi, discuté entre scientifiques et participatifs, vous donne un résultat extrêmement robuste face à ces questions de dette climatique. Et là, le citoyen, bien sûr, non seulement il comprend mieux les questions, il est responsabilisé avec nous, dans le bon sens du terme, bien sûr. Mon propos n'est pas de culpabiliser les gens, ce n'est pas du tout mon propos. Gardons de l'espoir en travaillant beaucoup plus et beaucoup mieux. Voilà. Pour terminer, cette diversité, c'est une priorité scientifique, on l'a vu très clairement, et c'est pour ça qu'ici au collège, c'est important qu'on puisse s'exprimer là-dessus. Deuxièmement, économique, on va en parler un petit peu tout à l'heure. C'est une priorité sociale, également éthique, ce que j'ai défendu face au comité d'éthique jeudi dernier. Et je finis sur la dernière image, qui était celle qui finissait le colloque de 2010, qu'on reprendra peut-être demain soir, avec deux images que j'aime beaucoup. On dit souvent qu'une image parle plus qu'un long texte. Cette jeune fille, je ne sais pas, elle a 15 ans, elle fait ses courses en Namibie. Souvent, je dis, je ne sais pas où elle met sa carte de crédit, hein, c'est ça la mondialisation aussi. Toujours est-il qu'elle achète de l'eau, des viandes dans des bouteilles de plastique qui relarguent des perturbateurs endocriniens de type bisphénol en Namibie, et qu'ici, ce crâne vient d'un cimetière amérindien des îles de la Reine-Charlotte au Canada, et puis on avait jeté ce crâne hors de la tombe, et puis Dame Nature, ne demandez pas pourquoi, a fait pousser de la mousse dessus. Alors, bien sûr, je suis un gratouilleur de crâne, hein, je gratouille ce crâne, c'est grouille de bestioles. Hein. Il y a des colamboles là-dedans, il y a des acariens, il y a des tardigrades, mais l'humain qui est dessous est plus tellement capable de se rendre compte de ce que la biodiversité. Voilà, je vous remercie.